Alors aujourd'hui, on va parler de rangement et de Pokémon un peu aussi. Mais je vais commencer par vous demander d'imaginer la sensation de frustration qu'on pourrait avoir face à un garage de ce type. Un garage qui contiendrait tous les outils dont vous avez besoin pour bricoler, mais qui serait tellement en désordre que dès que vous cherchez quelque chose, ça vous prend un temps fou. Vous savez plus où sont rangés vos outils. Et puis vous avez même des outils en double parce que vous avez oublié que vous les aviez et puis vous les avez rachetés. Bah, ça, c'est un peu la sensation qu'on peut avoir en tant que dev quand on se retrouve face à un projet avec un code où tout est mélangé. On a de la logique et du fonctionnel, non, excusez-moi, du technique et du fonctionnel au même endroit, et puis on a même de la redondance de code. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Salomé Gernouen, je suis développeuse full stack chez Lixi à Rennes. J'aime bien ranger les choses. Et j'essaye toujours d'appliquer les principes du clean code. Et en ça, je suis un peu la Marie Kondo du dev. Et aujourd'hui, je vais venir vous présenter un outil qui va vous aider à mieux organiser votre code, à mieux séparer le fonctionnel du technique et à améliorer la maintenabilité de vos projets TypeScript et JavaScript. Cet outil, c'est la métaprogrammation via les décorateurs, autrement appelés annotations. Et pour les étudier aujourd'hui, on va commencer par un peu de théorie, on va définir les concepts. Ensuite, on s'intéressera à la standardisation des décorateurs en JavaScript. Et enfin, on passera à un cas pratique, on essaiera d'implémenter notre propre annotation. Pour commencer, pour définir un petit peu de quoi on va parler, alors la métaprogrammation, l'idée c'est de venir exécuter un programme qui va modifier le comportement interne de notre objet sans modifier réellement son comportement externe. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la métaprogrammation qui se fait par des annotations. Une annotation, c'est quoi? C'est une expression qui va être appelée derrière le symbole arrobase et qui va venir décorer notre objet, la cible, l'objet qu'on veut modifier. Maintenant qu'on voit un petit peu plus de quoi on parle, on va s'intéresser à la spécification des décorateurs en JavaScript. Alors pour reprendre un peu les bases, pour ceux qui ne savent pas, un langage de programmation, c'est comme un langage parlé. C'est un langage qui doit être décrit, spécifié, qui respecte une grammaire. Et JavaScript, lui, il se base sur le standard qui s'appelle ECMAScript, qui est donc le standard, excusez-moi, qui rassemble les normes qui vont spécifier comment fonctionne un langage de script. Donc JavaScript, lui, il vient simplement implémenter ce standard. Et pour qu'une fonctionnalité soit incluse dans ECMAScript, il faut qu'elle soit formulée sous forme de proposition. Elle va passer par plusieurs stades de développement, être implémentée et enfin être intégrée en tant que standard. Et aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la proposition de standardisation des décorateurs. Pour revenir un peu sur l'histoire de cette proposition, jusqu'à récemment, elle était encore au stade 2. Donc le stade 2, ça veut dire que les spécifications sont rédigées, sont formalisées, et on a à disposition une version expérimentale. D'ailleurs, il y a plusieurs outils et plusieurs frameworks qui se sont basés sur cette version expérimentale pour développer leurs propres annotations. Donc, si vous avez déjà utilisé le at-ng module d'Angular ou le at-request de Nest.js, vous avez déjà fait de la métaprogrammation. Excusez-moi. Et donc, l'année dernière, les décorateurs sont passés au stade 3 en 2022. Donc, ça veut dire que l'implémentation est terminée. Les spécifications sont terminées également. On n'a plus aucune modification qui est apportée à l'implémentation, à part pour corriger d'éventuels bugs. Et les décorateurs sont maintenant disponibles nativement en JavaScript. Et ils sont supportés par TypeScript depuis la version 5. Et ce stade 3, il apporte plusieurs avantages non négligeables par rapport à la version expérimentale précédente. Et notamment le fait que c'est maintenant beaucoup plus simple d'implémenter soi-même ses propres annotations. Pour voir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et comment ça s'utilise en JavaScript,
Donc, je vous l'ai dit, une annotation, c'est une expression qu'on vient appeler derrière un symbole arrobase. En JavaScript, cette expression, elle correspondra toujours à une fonction JavaScript. Et l'idée, c'est de venir, comme je vous l'ai dit, ajouter un comportement à notre cible, à notre objet. Ça, on peut le faire de plusieurs manières. Notre fonction, elle peut venir soit remplacer notre valeur cible par une valeur qui lui serait sémantiquement équivalente, soit fournir des accessoires à notre cible, soit initialiser sa valeur. Et elle va être utilisée pour décorer uniquement une classe, un attribut de classe, une méthode de classe ou un accessoire de classe. Et c'est tout. Et pour voir un petit peu plus le processus d'évaluation de ces décorateurs, au moment de la construction de notre objet, il faut donc venir modifier cet objet. Il faut venir exécuter ce programme. Ça va se faire en 3 parties, en 3 étapes. La première, c'est l'étape d'évaluation des décorateurs. Donc tous les décorateurs qui sont présents dans une classe vont être évalués et vont être stockés dans l'ordre, de haut en bas et de gauche à droite. Une fois que ça c'est fait, on va venir appeler chacune des fonctions qui sont liées à nos décorateurs dans l'ordre, encore une fois. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en JavaScript, un décorateur, c'est forcément une fonction. Cette fonction-là, elle doit correspondre à l'API qui est décrite, évidemment. Là, je vous ai mis le type qui est fourni par TypeScript en très simplifié pour que vous puissiez comprendre facilement. On a donc une fonction qui prend 2 paramètres. Le premier, c'est notre valeur qui est décorée, l'objet cible, et le second, le contexte, dont le type va dépendre du type de décorateur qu'on développe. C'est-à-dire que si on développe un décorateur de méthode ou un décorateur de classe, le contexte sera différent et va nous fournir des informations nécessaires dans ce genre de cas. Et le retour, ça sera soit output, qui est un type qui va correspondre au type de notre objet qui est décoré, ou void, en fonction des traitements qu'on veut faire. Et donc c'est dans cette deuxième étape que ces paramètres seront passés et chaque fonction sera appelée. Et une fois que chacune des fonctions de chaque décorateur est appelée, on applique le résultat à notre objet et notre nouvel objet nouvellement construit est disponible. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie, les choses un petit peu ennuyantes et les mots compliqués, on va passer au cas pratique. Pour mon cas pratique, j'ai voulu rester sur un mindset Marie Kondo, version geek. J'ai voulu développer mon propre Pokédex pour pouvoir trier mes propres Pokémon que j'ai pu collecter. Mais bon, je suis partie sur quelque chose d'assez simple pour commencer. Alors, mon produit minimum, il est très simple. C'est une interface avec des Pokémon qui s'affichent, un système de pagination pour pouvoir les faire défiler, et puis un sélecteur pour pouvoir les filtrer par Pokédex. On est sur quelque chose d'assez classique, avec des fonctionnalités qu'on rencontre assez souvent en tant que dev. Mais bon, mon application toute simple comme ça, elle a quand même quelques contraintes. Alors on est sur une stack classique, du TypeScript en version 5, un front en React, un back en Express, et je viens chercher mes données sur une API qui s'appelle PokéAPI. Et c'est là que j'ai mes contraintes qui rentrent en jeu. PokéAPI, c'est une API qui a un règlement qui demande aux développeurs de mettre en cache le résultat des requêtes pour éviter de surcharger les serveurs, sous peine d'être banni. On ne veut pas être banni. Et puis en plus, ils ont un modèle de données qui est un peu spécial, qui nécessite que je fasse beaucoup de traitements et puis pas mal de requêtes pour pouvoir afficher juste mon produit minimum, ma simple page que je vous ai montrée avant. Donc j'ai décidé de mettre en place un système de cache dans mon application. Pareil, je pense quelque chose qui est assez classique en tant que développeur. On a déjà peut-être tous été face à ce genre de problème. Je me suis donc retrouvée avec ce type de code dans mes services. Au début de mes méthodes, j'ai mes traitements de cache et puis après, tous mes traitements un peu fonctionnels, mes requêtes, et je retourne au résultat. Je trouvais ça pas très beau. Je trouvais ça pas très rangé, d'avoir tout ce traitement un petit peu technique
Voilà, après, c'est un traitement assez classique. Je vais voir dans mon cache si mon entrée existe. Si elle existe, je la retourne. Si elle n'existe pas, je fais mes traitements. Mais bon, ça n'a un peu rien à faire là. Puis bon, vous me direz, j'aurais pu faire une méthode dans un fichier cache utils peut-être et l'appeler à chaque fois au début, mais pareil. Je trouvais ça pas beau. Je trouvais ça pas propre. Du coup, j'ai pensé à cette nouvelle fonctionnalité des annotations qui vient juste de sortir. Comme c'est pratique. Et j'ai décidé de développer ma propre annotation qui s'appellerait cached, qui prendrait en paramètre une chaîne de caractères qui correspond au nom de l'entrée dans mon cache et dont le but serait simplement d'héberger les traitements que je vous ai montrés précédemment qui sont assez techniques et puis de déléguer l'appel à ma méthode originale dans le cas où mon entrée n'existe pas encore. Et cette annotation, elle correspond à cette fonction. On va regarder un peu plus en détail comment elle est implémentée. Donc comme vous pouvez le voir, ça correspond à une fonction du même nom, cached, qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Je vais vous voir regarder un peu, froncer les sourcils, c'est quoi ce bazar? Je vous jure, c'est pas si compliqué que ça en vrai. J'ai donc ma fonction cached qui va me retourner la fonction qui nous intéresse réellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré un décorateur, il doit respecter un type, une fonction, deux paramètres qui retourne quelque chose ou non. C'est cette fameuse fonction actual decorator, c'est elle mon annotation. Donc elle prend en paramètre ma méthode qui est décorée et un contexte qui correspond à un décorateur de méthode. Et elle vient me retourner ma méthode qui va remplacer la méthode cible. Donc, comme vous le voyez, on retrouve mon traitement de cache classique. Si mon entrée elle n'existe pas, je délègue l'appel à ma méthode originale et puis je mets en cache et je retourne. Et c'est tout. C'est hyper simple en fait. Je pense comme vous pouvez le voir, c'est un concept qui est assez facile à appréhender et très simple à mettre en place. Voilà. J'ai voulu vous montrer aujourd'hui quelque chose d'assez courant dans la vie de tous les jours en tant que développeur. Voilà un exemple qui est assez simple à appréhender. Peut-être certains d'entre vous auront remarqué que c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a déjà des outils qui existent pour faire ça, ce genre de traitement de cache. Faites pas comme moi, réinventez pas la roue. Mais j'ai voulu rester sur quelque chose de simple pour vous expliquer et j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser un peu plus à ce sujet-là. Maintenant, je vous laisse imaginer toutes les applications possibles, toutes les choses qui n'existent pas encore et toutes les choses que vous pourriez mettre en place dans vos cas personnels. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer gérer des permissions qui seraient peut-être un petit peu compliquées ou initialiser une valeur de manière conditionnelle. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir donné envie de vous intéresser au développement des décorateurs et aux prochaines extensions qui vont venir dans les mois et années prochaines. Parce que je suis assez persuadée que c'est avec ce genre de petits outils assez simples à mettre en place et assez simples à comprendre qu'on peut finir avec un projet qui serait aussi bien trié que cette jolie image. Voilà. Vous avez ici un QR code qui va vous donner accès aux slides que je vous ai présentés aujourd'hui et surtout aux sources que j'ai utilisées, notamment le repo GitHub de la proposition des décorateurs. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je crois qu'on a super le temps. Merci déjà, c'était super intéressant. Et j'avais une question. En bac, j'ai vu pas mal de fois passer des décorateurs, mais en front, en fait, j'en ai jamais vu. Et je me demandais pourquoi c'était pas tant utilisé que ça. Et est-ce que en fait c'est pas tant utilisé que ça? Et si c'est pas tant utilisé que ça, pourquoi? En bac JavaScript Ouais, toujours. genre en Nest par exemple, tu montrais Nest au début, Ouais. il y en a partout.
J'avoue que je me suis posé la même question en travaillant dessus et moi-même, je les ai implémentés dans le back-end. J'ai eu plus de mal à trouver des applications concrètes vraiment intéressantes dans le front. Mais je pense que si on cherche, il y en a et je pense qu'il faut vraiment voir en fonction du cas de son projet. Euh, je pense que c'est plutôt du back parce que c'est aussi un concept qu'on utilise beaucoup, enfin qu'on utilise en Java, même s'il est un petit peu différent. Donc on a peut-être plus l'habitude dans le back-end, mais une fois qu'on sait que ça existe, on peut peut-être trouver une application. Oui. Juste pour rebondir par rapport à ta question, Angular l'utilise Par exemple. énormément, donc que ce soit aussi bien pour créer ton module, créer ton composant, créer des services, créer des inputs, des outputs, des views, containers, etc., etc. Donc c'est vraiment utilisé à foison côté Angular. Merci beaucoup pour la conf. Alors moi, je suis pas développeur et je suis testeur. Je vois pas le rapport entre les décorateurs et le rangement. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas assez, peut-être pas assez insisté sur ce point. En fait, c'est vraiment l'outil parfait pour héberger tous les traitements techniques. C'est vrai que quand on travaille sur un projet où on a peut-être beaucoup de techniques qui va se mélanger au fonctionnel, ça peut être vite le bazar en tant que développeur, ça peut être vite assez frustrant parce qu'on s'y retrouve plus trop. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. J'ai tendance à beaucoup ranger les choses quand je travaille. Et ça va vraiment être l'outil parfait pour héberger tout ce qui va être traitement assez technique et vraiment les sortir de nos classes, de nos services. Et en plus, avoir une manière assez simple à lire et à maintenir. Même pour un nouveau développeur qui arrive sur un projet, bon, il va peut-être y avoir une petite montée en compétence, le temps de comprendre comment ça fonctionne. Mais je pense avoir pu vous montrer aujourd'hui que c'est pas si compliqué à appréhender et ça permet vraiment de sortir les choses. Ça fait sens. Oui. Merci pour la conf. Moi aussi, j'ai tendance à toujours tout découper, tout ranger, tout réorganiser quand j'arrive dans un projet. Donc, je suis contente d'avoir une nouvelle technique pour tout découper et harceler tous mes collègues sur leur PR. Et ma question, c'était sur TypeScript. Est-ce que c'est bien supporté les décorateurs? Est-ce qu'on peut aussi gérer nos types? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça marche bien? Oui, complètement. Non, depuis la version 5, c'est vraiment intégré nativement en TypeScript. Alors avant, ça existait déjà, mais il fallait rajouter un flag pour pouvoir utiliser la fameuse version expérimentale. Il fallait rajouter un flag dans notre tsconfig pour que le compilateur comprenne. Mais maintenant, si c'est complètement supporté nativement et c'est extrêmement facile à mettre en place. En général, il n'y a pas trop de problèmes. Merci. On a encore 2 petites minutes. Merci beaucoup pour la super conf. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as essayé de tester tes annotations? Est-ce que ça se fait bien? J'avoue, c'est le point. Pardon, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai que c'est le prochain point sur lequel il faut que je me penche, vu que c'est quelque chose encore assez récent et que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça finalement. J'ai pas trouvé trop de ressources sur des tests. Après, c'est que des fonctions, donc ça doit pouvoir se tester comme une fonction. Mais oui, complètement. Je serais partie de ce point de vue-là aussi. Ok. Merci. Il reste 8 minutes. Je sais pas, il s'est réveillé. S'il n'y a pas de questions, je vous demande de l'applaudir parce que je trouve que son talk était vraiment bien.